Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, c'est votre prof, c'est votre cours, ça s'appelle éthique et professionnalisme. Comment ça va groupe? Moi j'enregistre, en fait on est pendant la mi-session, pendant le congé de la semaine de lecture, on est jeudi aujourd'hui au moment où j'enregistre, là j'ai prévu d'autres choses lundi, habituellement j'enregistre le lundi. Puis on va enregistrer ça aujourd'hui. J'espère que ça se passe bien pour vous. Votre semaine de lecture, Nicolas m'a averti, il vient tout juste de m'avertir qu'il a terminé la correction. Donc, je devrais vous envoyer vos notes cet après-midi. Puis lorsque vous recevez une note, ben, vous le savez, là, la correction, c'est une tâche, je le dis souvent à Nicolas, c'est une tâche délicate, difficile. Puis évidemment, il y a des questions qui se corrigent plus aisément, mais je dirais que les questions en développement, c'est quand même difficile de faire la part des choses, de voir ce que vous avez identifié, ce que vous avez compris, ce que vous avez étudié, mais ce que vous n'avez pas compris. Donc, on essaye d'évaluer tout ça en même temps. Donc, si la note ne correspond pas à vos attentes, si vous pensez mériter plus ou que vous ne comprenez pas, vous savez, là, c'est toujours possible de réviser ça avec moi. Je vous suggère de communiquer avec moi. On va se prendre rendez-vous. On va réviser votre examen ensemble. Puis on va regarder qu'est-ce qui est arrivé, si on ne peut pas bonifier quelques notes. Mais je vous avertis, quand je révise ça, des fois aussi, il y a des points qui partent. Il y a des points qui partent. Il y a des points qui s'ajoutent. Mais à la fin, là, je ne suis pas... soyez prudents, là, parce que des fois, ça se peut arriver qu'en révisant, vous perdiez quelques points ça et là. Mais habituellement, je dirais que ça se fait dans la bonne humeur, puis pour vous, là, peut-être pour réviser même tout juste avant votre examen, voir quelles étaient les questions à l'examen de mi-session, puis comment vous y avez répondu. Ça peut être un exercice intéressant. Donc, vous allez avoir vos notes aujourd'hui. J'espère que ça vous conviendra. Sinon, on est dans la semaine de lecture, donc j'espère que vous avez lu un peu des textes. Il y a plusieurs textes à lire dans ce cours. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas cliqué sur tous les textes. Faudrait les lire, hein? Ça sert à ça. C'est sûr que souvent, il y a une lecture que je vous demande une lecture sommaire. Puis sommaire, ça veut dire un peu, là. C'est-à-dire, on ouvre le texte, on passe à travers, on lit peut-être en diagonale, mais on fait quand même un effort conscient d'essayer d'assimiler de quoi ça parle, tout ça. Pas obligé d'apprendre tous les détails, là, mais si je les donne en lecture, c'est parce que c'est pertinent pour vous, pour vous permettre d'atteindre les objectifs de chaque module. Moi aussi, j'ai lu pendant ma semaine de lecture, je lis plein de choses, évidemment, là, j'ai plein de rapports à lire, puis en ce moment, c'est de la lecture sur l'intelligence artificielle là, qui occupe pas mal de mon temps. Mais j'ai lu aussi une BD. J'ai lu une BD cette semaine, c'était vraiment drôle. Ça s'appelle Shérif Junior de Samuel Quentin. C'est un Québécois qui écrit très bien, qui dessine pas très bien, mais c'est pas grave. Il y a son style de dessin, je dirais. Le métier. Attendez-vous pas à un dessin de fou, là, mais c'est sûrement un des meilleurs dialoguistes que j'ai lu. C'est drôle, c'est absurde, c'est pété, c'est un peu pathétique de temps en temps. Je pense que c'est le genre d'humour qui pourrait vous plaire. Ça s'appelle Shérif Junior. Il avait aussi écrit Ville et Misérable. Donc, ça vous tente de lire de la BD au Québec. C'est un auteur à découvrir. Là, ici, c'est de la lecture, mais évidemment sans se prendre la tête parce que des fois, ça sert à ça aussi. Écoutez, bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Il faut reprendre le rythme. Le rythme, on le garde comment? En écoutant ces petits rendez-vous hebdomadaires où on prend un café là, tous les deux. Puis, d'ailleurs, on va se tutoyer. Là, on est rendu à la fin de la session. Dans les podcasts, en tout cas, moi, je vais te tutoyer, on va se parler parce que là, on se connaît un peu plus. Puis, dans ce podcast, je t'explique un peu les différents thèmes du cours, quelques notions. On prend un café, on se parle un peu. C'est un peu unidirectionnel tout ça, là, mais quand même, ça nous permet, moi en tout cas, ça me permet de te rejoindre là où tu es, là où ça te tente peut-être de m'écouter. On est rendu dans le dernier droit
il vous reste 4 modules et ça vaut pour toi aussi. Donc, 4 modules si tu as tout fait. C'est ce qui te reste à traverser. Tu es presque rendu un dernier tiers, je dirais. On ne lâche pas. On va s'en sortir. Petite parenthèse peut-être pour vous remercier pour votre engagement dans le système des trophées, badges et récompenses. Là. C'est intéressant de voir ça. J'ai commencé à examiner un peu plus attentivement ce qui se passe, regarder mes stats puis mes tableaux des bonheurs dans mon tableau de trophées, badges et récompenses. Il y en a plusieurs qui écoutent les podcasts, comme toi. Il y en a qui me font des memes. Il y en a qui ont des stats de consultation de l'ENA et des forums. C'est impressionnant. Il y en a qui investissent beaucoup de temps dans ce cours. Puis c'est beau de voir ça. Je dirais que sur 150 inscrits, là, vous êtes à peu près 130, 135 au dernier comptage. On a à peu près, je dirais, 70 étudiants là, qui sont très engagés dans ce cours avec toutes sortes de mesures que j'ai prises. Puis évidemment, là, si tu écoutes ce podcast, ben, c'est parce que tu fais partie de cette gang-là. Là. Puis je dirais que 70 étudiants, c'est amplement suffisant pour que les autres ressentent aussi cet engagement dans le cours. Hein. C'est un peu ça, la vie de groupe. Là. Il y en a quelques-uns qui sont très, très, très engagés. Mais là, dans ce cours-ci, là, j'ai un beau groupe d'environ 60 à 70 étudiants et étudiantes qui sont très, très engagés dans ce cours. Je suis convaincu que les autres le ressentent. Donc, merci de donner un peu de vie à ce cours. C'est un cours universitaire, mais je pense qu'on peut bien s'amuser ensemble, réfléchir évidemment, mais s'amuser un peu. Donc, merci pour tes efforts, ton engagement. Convaincu que ça va te servir à toi aussi. OK, aujourd'hui, on poursuit notre aventure sur le terrain des problèmes éthiques les plus fréquents dans l'exercice de la profession. Puis là, on en a un là, qui est vraiment un champion des champions. Dans le monde du travail, c'est vraiment fréquent ce genre de problème-là. Puis, là, je ne parlerai pas du conflit de loyauté. Hein. Le conflit de loyauté, lui aussi, il est très fréquent, mais on l'a abordé au dernier module. Ce que je vous propose aujourd'hui, et dans cet épisode aussi, c'est d'explorer le conflit d'intérêts. Hein? Conflit d'intérêts. C'est sûr que tu as entendu cette expression-là. Puis, tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais tu aimerais bien ça, l'éviter. Il y a quelques exemples que je pourrais vous donner à quoi ça peut ressembler un conflit d'intérêts sur le terrain ou un problème qui semble se présenter sous la forme d'un conflit d'intérêts. Tu travailles pour un employeur, puis un client te donne un petit cadeau. Est-ce que tu es en conflit d'intérêts? Disons, qu'est-ce qu'il pourrait te donner? Deux billets là, de hockey parce que tu aimes ça. Donc, 2 billets d'une valeur de 100 $. Puis, es-tu en conflit d'intérêts? Puis là, tu acceptes, disons, mais tu acceptes 2 billets de hockey 3 fois par année parce que tu aimes ça, puis il le sait, puis pendant 10 ans, tu acceptes ça. Est-ce que tu es en conflit d'intérêts? Quel autre exemple que je pourrais vous donner? Peut-être différent. Tu surveilles les travaux effectués par une compagnie, puis la compagnie, c'est une compagnie d'un ami, hein, un allié, un chum, un gars qui t'a peut-être donné justement cette petite paire de billets de hockey. Puis là, est-ce que tu es en conflit d'intérêts ou pas? Puis là, parle-moi pas d'apparence de conflit d'intérêts. Là. Moi, je te parle de conflit d'intérêts. Hein? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Oui ou non? Hein? Oui ou bedon, non? Comme on le dit dans la parlure. La parlure, oui ou bien non? Hein? Moi, je vais trancher aujourd'hui. Je vais trancher dans ce module parce qu'il faut le faire. Il faut le faire avec une certaine rigueur. C'est quoi un conflit d'intérêts? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et surtout, comment gérer un conflit d'intérêts? Ça reviendra dans le cours et aussi dans ce podcast. La question du conflit d'intérêts, généralement, elle oppose, donc il y a 2 grands pôles. D'une part, il y a ton intérêt
personnel. Et là, par intérêt personnel, là, comprenez, ça peut être l'intérêt de vos proches aussi. Ça peut s'étendre, là, ça, cet intérêt personnel. Donc, les intérêts de tes proches, de tes parents, de tes amis, de tes semblables, de ta gang, ton clan. Hein, nommez-le comme vous le souhaitez. C'est par cela là, que je vais l'intituler intérêt personnel. Et l'autre pôle, ce sont les intérêts associés à ta profession, hein, ou à ton rôle chez ton employeur. Hein, par exemple, la protection du public, ton rôle professionnel, là, donc la protection du public, la paix sociale, santé publique. Et tu dois choisir. Et là, tu te demandes, est-ce que je sers mes intérêts personnels ou les intérêts qui sont associés à mon rôle? Puis si tu penses à ça, ben, tu es exactement dans une situation de conflit d'intérêts. Du moins, ça se cache dans cette belle tension entre ces deux pôles. Puis évidemment, ben, toi, c'est vite réglé, là. Tu vas refuser tous les cadeaux, tu vas sacrifier ton intérêt personnel pour privilégier l'intérêt public. Ou pas. En fait, c'est tout là le problème et c'est ce que je souhaite voir avec toi dans ce module. Le conflit d'intérêts, tu vas le voir, c'est partout. C'est lorsque tes intérêts personnels s'opposent aux intérêts professionnels. Puis c'est une tâche difficile. C'est peut-être ça le cœur du problème, c'est que c'est une tension qui est très délicate. On te demande de sacrifier ton intérêt personnel. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu en es capable de sacrifier ton intérêt personnel au profit d'autres intérêts? Hein? Est-ce que tu as déjà réussi ça, toi, cette pirouette-là? Là? Parce que c'est là qu'il faut penser, faut y réfléchir. C'est-à-dire que c'est le cœur de la difficulté de la tâche. C'est parfois extrêmement difficile de sacrifier ses propres intérêts personnels, puis d'éviter surtout que tes propres intérêts personnels biaisent ta propre décision, ta propre prise de décision. Tu tentes d'exercer ton jugement de la façon la plus honnête et intègre possible, mais que se passe-t-il lorsque tes intérêts privés et personnels s'invitent à la réflexion et à la prise de décision? On parlera donc de ces tendances humaines ordinaires. On a tous tendance à privilégier nos propres intérêts personnels. Puis par nous, là, je parle de moi aussi. Moi aussi, j'ai tendance à privilégier mon intérêt personnel. Puis toi aussi, j'en suis convaincu. Puis on a tendance à privilégier tout ça, nos avantages, nos privilèges, puis on aimerait tant aider nos proches, nos alliés, nos semblables, notre famille, notre clan, notre gang, hein, notre famille. Pensez en classe, je vais vous donner cet exemple-là, là, mais les Stark, hein, les Stark dans Game of Thrones. Voilà une belle famille qui se tient, qui défend son groupe. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on ne devrait pas... Est-ce que les Stark devraient penser davantage aux intérêts du Westeros dans son entièreté? Hein? Donc, penser au reste des autres familles, les autres drapeaux, ça devrait peut-être faire partie aussi de leurs préoccupations. Et c'est vrai, cette tendance-là, avec dans la culture populaire, il y en a plusieurs autres exemples. Et je dirais que les exemples, c'est pas toujours des exemples de vertu, là. Si on pense aux Sopranos, savez-vous écouter ça, les Sopranos? C'est une vieille série, mais c'est un classique. Les Corleone dans les films mafieux, Walter White dans le chimiste, Breaking Bad, j'imagine que vous avez vu ça aussi. Voilà de belles personnes qui, entre guillemets, qui défendent plutôt leur famille,
leur groupe, la familia. Puis c'est humain, hein, c'est ce qui nous touche, je dirais, dans ces personnages, lorsque leur propre identité se fond avec l'identité de leur groupe, hein, de leur petit groupe. C'est très touchant, c'est très humain ça, on se reconnaît là-dedans. J'écoutais Last of Us récemment, une belle adaptation. Avez-vous écouté ça? C'est sur HBO, une belle adaptation là, du jeu vidéo. Puis, il y a une belle question qui se pose au cœur de cette série, puis ça rejoint des intérêts du cours ou des thèmes du cours, puis je devance un peu mon propos. C'est que la question pose, il y a une question récurrente même, je dirais que c'est pas juste dans Last of Us, on l'a dans toute la culture populaire en ce moment. Puis ça en dit long là, sur notre culture morale et éthique, là, de façon générale, aujourd'hui, en 2023. L'idée qu'on doit survivre, qu'on doit protéger nos profs. Il faut protéger nos profs, certains, mais on doit protéger nos proches, on doit protéger cette jeune fille, ton allié, cet ami, et on doit protéger la famille. J'ai aussi vu des traces de ça. Je suis allé voir cette semaine de The Killer of the Flower Moon. Vous irez voir ça. C'est tout un film. 3h20, c'est long et pénible, mais je dirais que c'est tellement bon. Puis ça vaut la peine, mais l'idée, elle est là aussi. Donc, survivre, protéger les siens, protéger son clan. Puis éventuellement, c'est une forme de protection de l'intérêt personnel, une extension de l'intérêt personnel. Puis à chaque fois, la même question morale se pose. OK, protéger celles et ceux qui importent pour toi. Mais dans plusieurs de ces séries et films, il y a l'idée que les autres devront s'écarter du chemin. Puis il y a un moment où ça cesse peut-être d'être moral pour privilégier à ce point votre propre intérêt personnel. Il y avait ça aussi dans Walking Dead. C'est sûr que j'imagine que vous avez vu ça, là, Walking Dead, où on a exactement ça, là, un beau groupe qui se défendent contre tout le monde, mais à un moment donné, on a fait le tour là, de défendre puis de tuer tout le monde sur notre passage sous prétexte que les autres sont dangereux puis il faut protéger son propre intérêt personnel. Voilà des questions là, qui sont au cœur de notre culture populaire, mais qui traverseront aussi ce module. On parle de conflits d'intérêts, des conflits entre les intérêts personnels et les intérêts associés à un rôle, donc qui dépasse ma propre personne. Puis la tendance, disions-nous, c'est de se protéger d'abord et de protéger nos proches. C'est normal, c'est touchant, c'est humain, puis c'est touchant parce que c'est humain, et pourtant, ça crée toutes sortes de problèmes. Dans votre cas, ça risque de vous poser des problèmes parce qu'on exige de vous le contraire. Ben oui. Désolé de vous l'apprendre maintenant, mais on vous demandera bientôt de sacrifier vos propres intérêts personnels au profit de l'intérêt public, hein, de protéger les intérêts publics. Protéger le public, là, c'est ça que ça veut dire. Dans vos codes de déontologie, on va utiliser le mot désintéressement. Désintéressement. Hein, ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que votre code ne vous intéresse pas. Ce que ça veut dire, c'est que dans votre code, on vous demandera de laisser de côté vos intérêts personnels pour privilégier l'intérêt public. Désintéressement, c'est ce que ça veut dire. Ton ordre professionnel va te demander, va exiger un geste noble, évidemment, mais extrêmement difficile. Puis on néglige parfois de reconnaître à quel point c'est difficile vous demander tout ça. On va vous demander de sacrifier ton intérêt personnel au profit de l'intérêt public. De choisir de prendre une certaine distance de tes propres intérêts personnels pour poser un geste
difficile, courageux parce que c'est difficile, et poser le geste qui te permettra de t'assurer que ce sont toujours les intérêts publics qui seront défendus et qui seront d'abord privilégiés. C'est ça, ta responsabilité sociale, ton rôle, c'est ce qu'on s'attend de toi. Puis, penses-tu être capable de faire ça, prendre une telle distance? Est-ce que tu as déjà fait ce genre de sacrifice? As-tu pris l'habitude de faire ce genre de sacrifice? Parce que si la première fois que tu sacrifieras ton intérêt personnel au profit de l'intérêt public, ça se passe dans l'exercice de ta profession, ça se peut bien que tes habitudes reviennent au galop, hein? Si tu as pris l'habitude de privilégier tes intérêts personnels, ça se peut que ce soit compliqué pour toi là, de mettre d'abord et en avant-plan, privilégier l'intérêt public. Une fois peut-être, mais là, ce qu'on te demande, c'est de faire ce sacrifice toujours et pour toujours, du moins pour le reste de ta vie professionnelle. Le module 9 sera exactement consacré à ce thème. Hein, le conflit d'intérêts, c'est ça. C'est cette tension entre tes intérêts personnels et les intérêts associés à ton rôle. C'est un thème qui, en fait, le conflit d'intérêts, c'est tellement fréquent dans l'exercice du travail. Avant, il n'y avait même pas de module sur le conflit d'intérêts. Puis à toutes les fois que je parlais avec des gens qui exerçaient la profession, c'est quoi les problèmes éthiques rencontrés? Il y avait tout le temps plein d'exemples de conflits d'intérêts. Donc, pourquoi pas aborder ce thème dans un cours universitaire, dans ce lieu douillet et protégé, qui est un cours universitaire? On peut s'offrir le luxe de réfléchir, de prendre le temps un peu de réfléchir à tout ça. Dans ce module, tu vas voir, j'ai 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'identifier le conflit d'intérêts et le second, de le résoudre, le conflit d'intérêts. Donc, pour toi, ça sera utile de cette façon. Donc, le premier objectif, d'abord, c'est de le reconnaître. Hein, on va commencer par ça là, dans le cours. Comment reconnaître un conflit d'intérêts? Pour ça, il faut être capable de le définir. À l'aide de cette définition, ça va te permettre de l'identifier, de le reconnaître, d'admettre l'existence de ce conflit d'intérêts ou des conflits d'intérêts dans l'exercice de ta profession, de le reconnaître aussi lorsque tes collègues sont concernés, parce que ça se peut aussi que tu sois témoin de tout ça. Puis je dirais que c'est peut-être là la plus grande difficulté. La plupart de celles et ceux qui vous entoureront ne savent pas exactement c'est quoi un conflit d'intérêts. Donc, ils vont essayer de l'éviter, ils vont essayer de le contourner, mais ils ont de la difficulté à le nommer et surtout à le reconnaître. Donc, lorsqu'on n'est pas capable de le reconnaître, de l'identifier, de le cerner, bien difficile ce sera de le gérer. Donc, ce que je vous propose ici, c'est d'abord vous donner quelques outils pour l'identifier. Puis ensuite, on va le gérer pour sortir du... Habituellement, quand on parle de conflit d'intérêts, il y a toujours l'idée d'apparence de conflit d'intérêts. Ça, quand vous entendez cette expression-là, apparence de conflit d'intérêts, c'est parce que quelqu'un ne sait pas exactement c'est quoi un conflit d'intérêts, puis il vous dit, il me semble qu'il y a quelque chose de délicat ici. Puis souvent, il a raison, là, mais il faut être capable de trancher. Ça prend un peu de rigueur intellectuelle, là, je dirais, là, pour justement avoir les définitions puis les concepts, la compréhension des concepts suffisante plutôt pour reconnaître tout ça. Puis ensuite, on verra comment le gérer, ce conflit d'intérêts. Donc, quand quelqu'un va vous parler d'apparence de conflit d'intérêts, vous aurez une longueur d'avance. Vous direz, t'as peu, on va l'examiner. Puis on va voir ensemble si c'est un conflit d'intérêts ou non. Puis si on arrive à la conclusion que non, à ce moment-là, on pourra conclure qu'il n'y avait qu'apparence de conflit d'intérêts. Puis si on arrive à la conclusion que oui, on va le gérer, ce conflit d'intérêts. Puis ça se fait. Dans le cours, vous allez voir, j'ai prévu pour vous donner une définition. Il y en a plusieurs. Mais la définition que je vous propose, c'est une définition d'un juriste. Il s'appelle Michael Davis. Il y a quelques textes
de Michael Davis que je vous ai donné dans ce cours. Souvent, c'est des textes en anglais que j'ai traduits pour vous, puis que j'ai ressorti l'essentiel des textes pour vous le donner dans les PowerPoint. Michael Davis, lorsqu'il parle de conflit d'intérêts, il vous dit, il y a un conflit d'intérêts. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, ça prend 3 ingrédients. Donc, si tu veux te cuisiner un conflit d'intérêts, ça te prend 3 ingrédients. Le premier, faut qu'il y ait exercice du jugement. Hein? Tu es en train d'exercer ton jugement ou tu te prépares à exercer ton jugement. Il y a une tâche délicate qui exige l'exercice du jugement. Puis rappelez-vous, là, on a vu au module 8 qu'est-ce que ça voulait dire, le jugement. Donc, une tâche délicate où on tente de prédiquer. Rappelez-vous le verbe, hein, dire si quelque chose est vrai, si quelque chose est juste, si quelque chose est bien. Donc, vous êtes dans cet exercice-là, vous êtes en train de décider là, si c'est-tu vrai, si c'est pas vrai, si c'est juste, si c'est la bonne décision. Vous êtes en train d'exercer votre jugement. Puis ça, c'est le premier ingrédient. Pour qu'il y ait conflit d'intérêt, ça prend une personne comme toi qui est en train d'exercer son jugement ou qui se prépare à exercer son jugement, exercer cette tâche, encore une fois, délicate. Le deuxième ingrédient, c'est la confiance. Donc, il y a une personne autour de toi qui te fait confiance pour exercer un jugement à sa place. C'est ça aussi, l'exercice du professionnalisme, c'est quand on va inviter, on va invoquer votre jugement, on va vous demander, on va mobiliser votre jugement, on va vous dire, peux-tu exercer un jugement à ma place? Moi, je n'ai jamais construit ça ici, là. Puis je n'ai pas de compétences. Tu vas le faire pour moi. Et je te fais confiance. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient. 1, l'exercice du jugement. Puis 2, une personne qui vous fait confiance. Ça peut être un client, un patron, une compagnie ou la société dans son entièreté qui vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Et le troisième ingrédient, un intérêt personnel qui intervient et qui tente ou qui biaise votre jugement. Puis là, ici, qu'il vous place dans une situation où ça pourrait être tentant de justement privilégier ton intérêt personnel au détriment des intérêts publics ou des intérêts autres. Là. Donc, les intérêts de ton client, de ton patron, de ton ordre, du public. Voilà le troisième ingrédient. Tu veux exercer ton jugement. Il y a une personne qui te fait confiance pour exercer ton jugement, puis il y a un intérêt privé, personnel, qui influence l'exercice et qui risque de biaiser, sinon vicier, l'exercice de ton jugement. Puis si tu as les 3 ingrédients, il y a un conflit d'intérêt. On se retrouve, donc pas en apparence de conflit d'intérêt, là. Il y a un conflit d'intérêt. Puis c'est pas grave, tu l'as juste reconnu, c'est une situation de risque, tu as identifié une situation de risque et tu vas le gérer prudemment. 3 ingrédients. C'est juste ça que ça te demande de retenir. Et si tu retiens ces 3 ingrédients, tu vas être capable de reconnaître un conflit d'intérêt. Hein? Donc, jugement, confiance, intérêt. Puis là, mais tu reconnais le conflit d'intérêt. Hein? C'est facile, hein? C'est le fun. T'es bon, t'es bonne. C'est quoi un conflit d'intérêt? Ben, tu le sais maintenant, puis tu peux l'identifier. Hein? C'est simple, c'est réglé. Ben non, c'est pas réglé. Parce que tu ne peux pas juste te contenter d'être capable de l'identifier, tu dois le gérer. Hein, j'ai quelqu'un dans mon entourage, non, je ne peux pas dire où, qui me disait justement que c'était cette personne-là qui était responsable de la gestion des conflits d'intérêts, puis qui me disait qu'il y avait des formulaires de déclaration d'intérêt en conflit, c'est comme ça qu'on les nommait. Puis, les personnes remplissaient les formulaires, puis ils remettaient les formulaires. Puis, je disais, c'est intéressant. Puis, qu'est-ce que vous faites ensuite?
C'est ça, là. Les personnes divulguent leurs intérêts en conflit. OK. Donc, les personnes vous disent qu'ils sont en conflit d'intérêts, puis tout ce que vous faites, c'est vous les classer en ordre alphabétique. Non. Il faut, il faut en faire un peu plus. Hein. Il faut les gérer, ces conflits d'intérêts. Si une personne vous dit « Je pense que mon jugement pourrait être biaisé par un de mes intérêts personnels », ce serait important de résoudre le problème. Parce que ce qu'il vous dit, c'est qu'il craint que son jugement soit biaisé si on fait rien. Et si on fait rien, son jugement risque fort d'être biaisé. Puis là, ça risque de le mettre dans l'embarras et de mettre là aussi dans l'embarras votre organisation, votre institution. Donc là, il y a une nécessité de le reconnaître d'une part, mais d'agir et de gérer un conflit d'intérêts. Puis ça donne bien. Dans le cours, vous allez voir, j'ai plusieurs pistes pour vous aider à gérer un conflit d'intérêts. Parmi les pistes de solutions qui sont proposées, il y a des pistes de solutions, vous allez voir qu'il y a des pistes de solutions qui sont correctrices et d'autres qui sont préventives. Préventive, c'est lorsque vous n'exercez pas encore votre jugement, mais vous savez que vous allez l'exercer bientôt. Donc, vous n'êtes pas en train de juger, mais vous vous dites, moi, je connais plusieurs personnes dans ce milieu-là, puis si je me retrouve face à une situation où cette personne-là est impliquée, puis j'ai à exercer mon jugement, ça se peut que mon amitié influence mon jugement. Donc là, ici, on parle de conflit d'intérêts potentiel. Puis à ce moment-là, je vais mettre en place des mesures préventives. Ou au contraire, vous êtes en train d'exercer votre profession, puis vous êtes pris dans un véritable conflit d'intérêts, vous êtes en train de juger, puis vous dites, mon Dieu, la soumission 4, c'est mon ami. Là, ça prend des solutions correctrices. D'où la distinction entre conflit d'intérêts potentiel et conflit d'intérêts réel. Et parmi les pistes de solutions pour gérer ces différents conflits d'intérêts, je vais vous les résumer ici. J'en ai 6 pour vous. La première piste de solution, c'est éviter le conflit d'intérêts. Donc, si tu en es capable, hein, c'est une situation de risque éthique, un conflit d'intérêts. Ça risque de se produire souvent. Puis, dans le meilleur des mondes, essaie d'éviter ces situations de risque. Donc, essaie d'éviter de te placer dans des situations où ton jugement risque d'être biaisé par tes intérêts personnels. Mais tu devrais essayer de l'éviter. Donc, mais si ça se passe, parce que ça se peut que ça se passe quand même, tu ne paniques pas parce que j'ai d'autres solutions pour toi. C'est souvent ça, là, éviter le conflit d'intérêts. C'est souvent la première piste de solution qu'on vous donne, mais ce n'est pas la plus efficace parce que souvent on se retrouve en conflit d'intérêts, même si on a tenté d'éviter tous les conflits d'intérêts. Et parmi les autres pistes de solutions, la deuxième, c'est la divulgation. Dire que tu es en conflit d'intérêts. T'en parles à tout le monde, hein, à ton patron, aux répondants en éthique, aux clients, à tout le monde qui peut être concerné. Tu remplis une belle déclaration de conflit d'intérêts, je le dis, c'est fréquent, c'est pas suffisant, mais au moins tu le dis. Tu es un peu rigoureux, tu dis, moi je pense ici que mon jugement risque d'être biaisé par un de mes intérêts personnels, puis je vous le dis. Il va falloir en faire plus, il va falloir mobiliser d'autres pistes de solutions, mais au moins, tu le dis. La troisième piste de solution, c'est le délestage. C'est-à-dire qu'on va essayer ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de te départir de tes intérêts personnels, justement, qui peuvent influencer sur ton jugement. Il y en a certains qui ont, par exemple, des actions en valeur mobilière qui, puis là, sont dans un domaine, puis ont des actions personnelles, ils ont des parts de la compagnie, puis là, ils essayent d'être objectifs envers cette compagnie-là. Vous voyez, ça peut être assez délicat. On va vous demander de refuser les cadeaux ou de rembourser les cadeaux reçus ou de vous trouver une façon de gérer ces cadeaux reçus pour éviter que ça influence votre jugement. On va vous demander d'éviter des relations délicates, amoureuses en milieu de travail.
Ça aussi, ça crée toutes sortes de tensions. Vous essayez d'exercer vos devoirs et obligations professionnelles, puis vous essayez d'être rigoureux, d'avoir le jugement le plus objectif possible. Puis, vous avez une relation personnelle, amoureuse, qui peut influencer l'exercice de votre jugement. Je vais vous donner quelques exemples en classe, là, mais ce genre de situation-là, c'est assez commun, c'est humain, mais des personnes dans des situations de la sorte, là, si vous avez déjà été en amour, là, vous le savez, notre jugement peut carrément être trompé, être trompé par ce genre de relation. Donc, c'est à gérer avec beaucoup de prudence. Donc, ça, c'est la piste numéro 3. On essaye de se délester. Donc, on dit que les intérêts personnels peuvent influencer le jugement. Faites attention à ces intérêts personnels-là. Les cadeaux, les relations intimes, donc, tout ça, ces exemples-là, les valeurs, il y en a qui vont donner dans certaines compagnies des parts de la compagnie, des actions de la compagnie. Éventuellement, quand vous allez essayer de juger objectivement les actions de la compagnie, lorsque vous êtes personnellement impliqué, ça devient vite plus difficile d'exercer un jugement objectif et honnête et intègre. Donc, ça, c'est la piste de solution 3. Délester, vous départir des intérêts personnels, dans la mesure du possible, évidemment. Quatrième piste de solution, déléguer. Déléguer, c'est-à-dire demander, par exemple, tu penses que tu es en conflit d'intérêts, tu penses que ton jugement peut être biaisé parce que tu as un intérêt personnel, parce que c'est ton ami, parce que ci, parce que ça, demande à quelqu'un d'autre d'exercer un jugement à ta place. Donc, vous êtes en train d'exercer votre jugement professionnel, puis vous pensez que votre jugement peut être biaisé, tu demandes à ton collègue peut-être ou à quelqu'un d'autre dans votre milieu professionnel. Je pense que mon jugement peut être biaisé ici. Peux-tu prendre ce dossier-là en main puis exercer un jugement à ma place? Donc, piste de solution numéro 4, déléguer. Demander à quelqu'un d'autre d'exercer son jugement à sa place. Quelqu'un d'autre de plus objectif que vous, là. Évidemment, ça me semble être une évidence. Piste de solution 5, superviser, auditer. Donc, si tu penses que ton jugement peut être biaisé, demande à un observateur externe, peut-être plus neutre, d'observer ton processus décisionnel que tu crois biaisé, puis que de façon à ce que cette personne-là plus objective, puisse valider la pertinence et la valeur de ton jugement. Donc, si tu penses que ton jugement peut être biaisé, fais-les valider par quelqu'un d'autre qui, elle, n'est pas biaisée et qui pourra te proposer peut-être des correctifs au besoin. Piste de solution 6, sanctionner. Elle l'a rendu ici. Désolé, mais c'est trop tard. Ça fait partie souvent des pistes de gestion du conflit d'intérêts. Ça apparaît toujours à la fin. C'est la sanction parce que ici, désolé, mais tu n'as pas été capable de bien le gérer. Puis, on doit te sanctionner parce que là aussi, en matière de conflit d'intérêts, il y a souvent des sanctions qui sont associées à ça. Désolé, mais puis ici, il faut comprendre le sous-texte. Là, pourquoi on vous sanctionne? C'est parce que tu t'es servi de tes fonctions puis de ton rôle pour servir tes propres intérêts personnels. Hein, on s'attend que tu sois là pour protéger le public, mais toi, tu te sers de ces privilèges et de cette fonction pour, je ne sais pas, t'enrichir, sinon pour servir tes intérêts personnels ou ceux de tes proches, tes amis, ton clan. Hein? Et peut-être que tu as même commis des fautes ou des manquements parce que tu étais en conflit d'intérêts. Ton jugement est tellement biaisé que tu t'es rendu au favoritisme, à privilégier, à mentir, à tromper celles et ceux qui te faisaient confiance. Et évidemment, lorsqu'on est rendu dans c'est telle zone, il va y avoir des sanctions. Puis les sanctions, vous les connaissez. C'est blâme, remboursement, congédiement,
prison dans les pires des cas, puis ça dépend de la gravité des fautes. Mais je dirais que ça commence souvent par un conflit d'intérêts. Une personne qui obsédée par son intérêt personnel ou les intérêts de ses proches commence à contourner un peu les règles, commence à les contourner un peu plus, puis éventuellement, c'est tellement grave qu'elle se fait dénoncer, se fait prendre, il enquête, on arrive à des sanctions. Puis les sanctions, on va sanctionner une faute, mais lorsqu'on va regarder à rebours qu'est-ce qui s'est passé, on va souvent voir que ça a commencé par un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, c'est une situation de risque éthique qui peut être mal gérée. Puis lorsque c'est mal géré, ça peut mener à des fautes. Mais avant, vous aurez été un peu plus prudent puisque vous aurez déployé toutes les autres pistes de solutions préventives et correctrices qu'on a vues ensemble pour gérer ce conflit d'intérêts. Puis ces pistes, on va les voir mardi prochain en classe. En classe, qu'on va voir, c'est comment le définir. J'ai toutes sortes d'exemples concrets et pratiques. Et avec une belle définition, celle de Davis, on va l'expliquer, on va l'illustrer. Puis on va passer à travers aussi les pistes de solutions de gestion, que les pistes de solutions soient préventives ou correctrices. Le conflit d'intérêts, c'est ça. C'est ça, un conflit d'intérêts. Encore une fois, ça parle de quelque chose d'important, d'humain. C'est notre tendance à protéger nos propres intérêts personnels. Et au détriment de quoi? Ben, des autres intérêts, y compris des intérêts qui sont promus par ta profession. Protéger le public, protéger la paix sociale, la santé, la sécurité publique. Privilégier d'abord ça et mettre de côté ton intérêt personnel. Sacrifier ton intérêt personnel. J'espère que vous voyez la hauteur de la tâche et des ambitions. Je conclurai cet épisode, parce qu'on arrive déjà à la conclusion, en vous rappelant que nos institutions, nos organisations, vos ordres professionnels reconnaissent peu ou pas assez, je dirais, la difficulté du geste qui vous est demandé. On vous demande, encore une fois, de sacrifier vos intérêts personnels au profit de la protection du public. C'est un geste noble, mais hautement difficile. Et surtout, je dirais, dans la société en ce moment. Là. Donc, la société dans laquelle on vit, là, ça place l'individu et ses intérêts au cœur de notre morale publique. Là. C'est commun pour vous, ça vous semble pratiquement une évidence, je dirais, de privilégier d'abord vos propres intérêts personnels. Puis pourtant, votre ordre professionnel vous demande le contraire, sacrifier cet intérêt personnel. Mais que peuvent faire nos institutions puis nos organisations pour vos ordres professionnels pour justement peut-être créer ce contexte de travail où ce sacrifice, ce sera possible. Parce que je pense que c'est ça le défi, c'est pas seulement vous demander de le faire, mais c'est vous placer dans un contexte et des milieux de travail où c'est possible de faire ce sacrifice. Comment créer ces milieux de travail où ce serait moins tentant de privilégier nos propres intérêts personnels? Voilà peut-être le vrai défi organisationnel et institutionnel. Puis toi, mets de ton côté, mais pose-toi aussi les questions. De quoi aurais-tu besoin pour accepter de sacrifier ton intérêt personnel pour protéger le public? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te convaincre de faire ce sacrifice? Est-ce qu'on doit juste te faire une petite cérémonie, on te donne une bague, puis tu fais cette promesse-là, puis c'est réglé, ou est-ce que tu n'as pas besoin d'autre chose?
Est-ce que tu as besoin d'un meilleur salaire pour refuser les cadeaux? Est-ce que tu as besoin de règles, de normes, de sanctions plus strictes pour te convaincre de protéger le public puis de sacrifier ton intérêt personnel? Est-ce que tu as besoin d'ateliers de sensibilisation, de prévention, un cours, un deuxième, un troisième, 3 cours d'éthique? Est-ce que tu as besoin de plus de surveillance, de sanctions? Il y a plusieurs pistes de solutions, là, mais en même temps, faut les déployer. Il faut reconnaître leur pertinence, leur nécessité, parce que c'est ce qu'on va exiger de toi et de tes semblables. Sacrifier ton intérêt personnel au profit des intérêts autres. Conflit d'intérêts, c'est ça. On te demande de l'éviter, on te demande de le gérer, mais c'est loin d'être évident lorsqu'on examine qu'est-ce qui est au cœur de ce genre de problème. On va vous donner toutes sortes d'ateliers de sensibilisation, on va vous dire de l'éviter, on va vous former, puis là, on va vous raconter les pires histoires là, de pots de vin, puis on va vous demander d'éviter ces situations fâcheuses. Mais je pense que c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. On vous demande de faire pas l'impossible, mais quelque chose d'extrêmement difficile, sacrifier votre propre intérêt personnel au profit de l'intérêt et de la protection du public. Et ça, c'est pas rien. Je pense qu'on doit te fournir les outils, on doit te fournir le contexte de travail pour non seulement identifier ce genre de risque, mais pour t'aider à gérer peut-être plus prudemment ce genre de risque. Mais moi, j'ai fait ma part en vous expliquant tout ça. Il vous reste votre part à faire. Voilà, c'est tout pour ce module 9. En fait, c'est tout. Mais c'est tout pour l'épisode. En tout cas, il vous reste le module 9 à traverser avec moi pendant le cours. Donc, on se voit mardi. C'est dans quelques jours. Ce sera après le week-end pour moi, mais pour vous, non, je vais publier quand même l'épisode lundi. Donc, pour vous, c'est demain, si vous m'écoutez ce lundi. Puis, on se revoit au cours. Sinon, pour les autres, excellente semaine. On lâche pas. Plus que quelques semaines de cours, quelques semaines aussi pour produire votre TP2, quelques semaines pour vous préparer à l'examen final. Allez, on lâche pas, encore une fois, si je peux vous aider d'une quelconque façon. Vous me faites signe, vous savez comment me rejoindre. C'est tout. Au revoir. Prends soin de toi. Excellente semaine. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, ce sont les 3 ingrédients du conflit d'intérêts. Je vous ai donné une définition, la définition de Davis. Davis, il y avait 3 ingrédients pour vous concocter un conflit d'intérêts, vous cuisiner un conflit d'intérêts. Il y a 3 ingrédients. Ce sera mon indice de la semaine. Vous devez répondre à la question, pas juste me formuler la question. Quels sont les 3 ingrédients dans la définition du conflit d'intérêts proposé par Michael Davis. Donc, trouvez-moi ces 3 ingrédients, puis envoyez-moi ça par courriel. Allez, bye bye!